le livre vert de Moammar Kadhafi, la démocratie, le pouvoir du peuple, la base politique, de la troisième théorie, universelle, l'appareil de gouvernement. Le problème politique de l'appareil de gouvernement est le plus important de ceux qui se posent aux sociétés humaines. Souvent, le conflit qui surgit au sein d'une famille se ramène à ce problème. Ce problème est devenu très grave depuis l'apparition des sociétés modernes. Actuellement, les peuples affrontent ce problème persistant, et les sociétés supportent nombre de risques et de conséquences extrêmes qui en résultent. Elles n'ont pas encore réussi à lui trouver une solution définitive et démocratique. Ce livre vert présente la solution théorique définitive au problème de l'appareil de gouvernement. De nos jours, l'ensemble des régimes politiques est le résultat de la lutte que se livrent les appareils pour parvenir au pouvoir, que cette lutte soit pacifique ou armée, comme la lutte des classes, des sectes, des tribus, des partis ou des individus, elle se solde toujours par le succès d'un appareil, individu, groupe, parti ou classé par la défaite du peuple, donc de la démocratie véritable. La lutte politique qui aboutit à la victoire d'un candidat, avec, par exemple 51% de l'ensemble des voix des électeurs, conduit à un système dictatorial, mais sous un déguisement démocratique. En effet, 49% des électeurs sont gouvernés par un système qu'ils n'ont pas choisi, et qui, au contraire, leur a été imposé. Et cela c'est la dictature. Cette lutte politique peut aussi aboutir à la victoire d'un appareil ne représentant que la minorité, notamment lorsque les voix des électeurs se répartissent sur un ensemble de candidats, dont l'un obtient plus de voix que chacun des autres considérés à part. Mais si l'on additionnait les voix obtenues par les battus, cela donnerait une large majorité. Malgré cela, c'est celui qui a le moins de voix qui est proclamé vainqueur, et son succès est considéré comme égal et démocratique. Mais en réalité il s'instaure une dictature sous des apparences démocratiques. Voilà la vérité sur les régimes politiques qui dominent le monde actuel. Leur falsification de la vraie démocratie apparaît clairement, ce sont des régimes dictatoriaux. Les assemblées parlementaires. Les assemblées parlementaires sont l'épine dorsale de la démocratie, telle qu'elle existe actuellement. L'assemblée parlementaire est une représentation trompeuse du peuple, et les régimes parlementaires constituent une solution tronquée au problème de la démocratie. L'assemblée parlementaire se présente fondamentalement comme représentante du peuple, mais ce fondement est, en soi, non démocratique, parce que la démocratie signifie le pouvoir du peuple, et non le pouvoir d'un substitut. Le fait même de l'existence d'une assemblée parlementaire signifie l'absence du peuple. Or la démocratie véritable ne peut s'établir que par la participation du peuple lui-même et non au travers de l'activité de ses substituts. Les assemblées parlementaires, en excluant les masses de l'exercice du pouvoir, et en usurpant la souveraineté populaire à leur profit, sont devenues un écran légal entre le peuple et le pouvoir. Il ne reste au peuple que cette apparence de démocratie, qu'illustre les longues files d'électeurs venant déposer dans l'urne leur bulletin de vote. Afin de mettre à nu la réalité de l'assemblée parlementaire, il nous faut rechercher d'où elle vient. Elle est soit élue dans des circonscriptions électorales, soit constituée, dans un parti, une coalition de partis, par désignation. Mais aucun de ces moyens n'est démocratique, car la répartition des habitants en circonscription électorale signifie qu'un seul député représente, selon l'importance de la population, des milliers, des centaines de milliers ou des millions de citoyens. Cela signifie aussi que le député n'est pas attaché par un lien organique populaire avec les électeurs, puisqu'il est considéré, selon les thèses de la démocratie classique, comme le représentant de tout le peuple au même titre que les autres députés. Dès lors, les masses se séparent définitivement du député, et le député se sépare définitivement des masses. Car dès qu'il est élu, il usurpe leur souveraineté et agit à leur place. La démocratie classique, actuellement dominante dans le monde, revêt les membres des assemblées parlent, inventaire d'une respectabilité et d'une immunité qu'elle dénie aux simples citoyens. Cela signifie que les assemblées parlementaires sont devenues un moyen d'usurper et de monopoliser le pouvoir du peuple. C'est pourquoi il est aujourd'hui du droit des peuples de lutter à travers la révolution populaire, en vue d'éliminer ces instruments de la monopolisation de la démocratie et de la souveraineté, que sont les assemblées parlementaires, qui usurpent la volonté des masses. Il est du droit des peuples de proclamer un nouveau principe, pas de substitut au pouvoir du peuple. Lorsque l'assemblée parlementaire est formée à la suite du succès d'un parti aux élections, elle est l'assemblée du parti, et non l'assemblée du peuple. Elle représente un parti et non le peuple, et le pouvoir exécutif détenu par l'assemblée parlementaire est le pouvoir du parti vainqueur, et non le pouvoir du peuple. Il en est de même de l'assemblée parlementaire au sein de laquelle chaque parti dispose d'un certain nombre de sièges. Les titulaires de ces sièges sont les représentants de leur parti et non ceux du peuple, et le pouvoir émanant d'une telle coalition est celui des partis coalisés, et non le pouvoir du peuple. Dans de tels régimes le peuple est la proie pour laquelle on se bat. Il est alors abusé et exploité par ces appareils politiques qui se combattent pour parvenir au pouvoir, pour arracher des voix au peuple, tandis que celui-ci s'aligne en file silencieuse, qui se déroule comme un chapelet, afin de déposer des bulletins dans les urnes, de même qu'il jetterait des papiers dans une poubelle. C'est cela la démocratie classique qui domine le monde entier, qu'il s'agisse de régime à parti unique, de régime bipartite ou multipartite, ou même sans parti. Ainsi il apparaît clairement que la représentation est une imposture. Quant aux assemblées qui se forment par la désignation ou la succession, elles n'ont aucun aspect démocratique. Étant donné que le système des élections des assemblées parlementaires repose sur la propagande pour attirer les voix, c'est donc un système démagogique au vrai sens du mot. Il est possible d'acheter et de manipuler les voix, alors que les plus pauvres ne peuvent être au cœur des luttes électorales. Ce sont toujours et seulement les riches qui gagnent les élections. Ce sont les philosophes, les penseurs et les écrivains qui se sont fait les avocats de la théorie de la représentation parlementaire, au temps où les peuples étaient ignorants, et menés comme des troupeaux par les rois, les sultans et les conquérants. L'aspiration ultime des peuples était alors d'avoir un mandat pour les représenter auprès des gouvernants. Mais cette aspiration même était rejetée. C'est pour réaliser cette ambition que les peuples ont péniblement et longuement combattu. Il n'est donc pas raisonnable que maintenant, après la victoire de l'ère des républiques, et le commencement de l'ère des masses, la démocratie soit seulement l'apanage d'un petit groupe de députés devant agir au nom des masses. C'est une théorie surannée et une méthode dépassée. Le pouvoir doit être entièrement celui du peuple. Les plus tyranniques dictatures que le peuple ait connues se sont établies à l'ombre des assemblées parlementaires. Le parti est la dictature contemporaine, il est l'appareil de gouvernement de la dictature d'une fraction sur l'ensemble. Il est de nos jours le dernier en date des appareils dictatoriaux.
et comme le parti n'est pas un individu, il reflète une démocratie apparente en forgeant des assemblées ou des commissions, sans compter la propagande à laquelle se livrent ses membres. Le parti n'est nullement un appareil démocratique, parce qu'il se compose des gens qui ont le même intérêt, ou les mêmes vues, ou la même culture, ou font partie d'une même région, ou ont la même idéologie, et qui se regroupent en un parti pour assurer leurs intérêts ou imposer leurs vues, ou étendre le pouvoir de leur doctrine à la société tout entière. L'objectif d'un parti est de parvenir au pouvoir au nom de l'exécution de son propre programme. Il n'est pas démocratiquement admissible qu'un parti gouverne le peuple tout entier, car celui-ci est constitué d'intérêts, d'opinions, de tempéraments, d'idéologies ou d'origines différents. Le parti est un appareil de gouvernement dictatorial permettant à ceux qui ont les mêmes conceptions ou les mêmes intérêts de gouverner le peuple comme un tout. Or par rapport au peuple, le parti est une minorité. Former un parti c'est mettre en place l'instrument qui permettra de gouverner le peuple, c'est-à-dire de gouverner ceux qui sont en dehors du parti, car le parti se fonde essentiellement sur une théorie autoritaire et arbitraire, à savoir le despotisme de ses membres sur les autres éléments du peuple. Le parti avance que son arrivée au pouvoir est le moyen de réaliser ses objectifs, et que ces objectifs sont ceux du peuple. Telle est la théorie qui justifie la dictature du parti, et qui sert de base à toute dictature. Quel que soit le nombre de partis, cette théorie est toujours la même. Mieux l'existence de plusieurs partis exacerbe la lutte pour le pouvoir, qui aboutit à l'anéantissement de tout acquis du peuple, et sabote tout plan de développement de la société. C'est cette destruction qui justifie la tentative du parti rival de prendre la place du parti au pouvoir. La lutte des partis, si elle ne se solde pas par la lutte armée, qui est rare, prend la forme de la critique et du dénigrement mutuel. C'est un combat qui se déroule nécessairement au préjudice des intérêts vitaux et suprêmes de la société, dont certains membres sinon tous font inévitablement les frais de la lutte des appareils pour parvenir au pouvoir. Car c'est dans les fondements même de ces intérêts que le parti, ou les partis, d'opposition trouve la preuve de la justice de son argumentation contre le ou les partis au pouvoir. Le parti d'opposition, en tant qu'appareil de gouvernement désirant parvenir au pouvoir, doit nécessairement abattre l'appareil en place, et pour ce faire il lui faut en saper les réalisations et en dénigrer les projets, même si ceux-ci sont profitables à la société. Et c'est ainsi que les intérêts de la société, et ses projets deviennent les victimes de la lutte des partis pour le pouvoir. Certes le conflit né de la multiplicité des partis, suscite une activité politique intense, mais il n'en demeure pas moins que ce conflit est d'une part destructeur politiquement, socialement et économiquement et d'autre part, se solde toujours par la victoire d'un appareil semblable au précédent, c'est-à-dire par la chute d'un parti, et la victoire d'un autre. Mais c'est toujours la défaite du peuple, donc la défaite de la démocratie. En outre, les partis peuvent être achetés ou corrompus, aussi bien de l'intérieur que de l'extérieur. À l'origine le parti s'érige en représentant du peuple, puis la direction du parti devient la représentante des membres du parti, puis le président du parti devient le représentant de la direction. Ainsi le jeu des partis se révèle comme un jeu comique et trompeur, basé sur la caricature d'une démocratie au contenu égoïste, et fondé sur le jeu des manœuvres politiques. Le système de parti est donc bien l'appareil de la dictature moderne. C'est une dictature sans masque, que le monde n'a pas encore dépassée, c'est réellement la dictature de l'époque contemporaine. Le parlement du parti victorieux est le parlement de ce parti, le pouvoir exécutif mis en place par le parlement, est le pouvoir du parti sur le peuple, le pouvoir du parti qui est censé être au service de tout le peuple, est en réalité l'ennemi juré d'une fraction du peuple, celle constituée par les partis d'opposition et leurs partisans. L'opposition n'est donc pas le censeur populaire du parti au pouvoir, elle guette plutôt son heure pour accéder elle-même au pouvoir. Selon la thèse de la démocratie classique, le censeur légitime du parti au pouvoir est le Parlement, dont la majorité des membres appartiennent à ce parti, c'est-à-dire que la censure est entre les mains du parti gouvernant, et que le pouvoir émane du parti censeur. Ainsi apparaissent clairement l'imposture, la falsification et la fausseté des théories politiques dominant le monde, et dont est issue la démocratie classique. Dans sa forme actuelle, le parti ne représente qu'une fraction du peuple, alors que la souveraineté populaire est indivisible. Le parti gouverne à la place du peuple, alors qu'il ne doit pas y avoir de substitut au pouvoir du peuple. Le parti est la tribu des temps modernes, c'est la secte. La société gouvernée par un parti unique, est en tout point semblable à celle gouvernée par une seule tribu ou une seule secte, car le parti, comme cela a déjà été souligné, est l'expression des conceptions, des intérêts, des idéologies, des origines, d'un seul groupe de la société. Le parti est en fin de compte une minorité, par rapport au peuple tout entier, tout comme la tribu ou la secte. Cette minorité a les mêmes intérêts ou la même idéologie. De ces intérêts ou de cette idéologie découle la même conception. Il n'y a pas de différence entre un parti et une tribu sinon le lien de sang, qui a d'ailleurs peut-être existé à la naissance du parti. La lutte des partis pour le pouvoir, ne diffère en rien de la lutte des tribus et des sectes pour le pouvoir. Si le système tribal ou sectaire est politiquement rejeté et honni, il doit en être de même pour le système des partis, car tous deux procèdent de la même démarche, et conduisent au même résultat. Pour la société, la lutte des partis a un effet aussi néfaste et destructeur que la lutte tribale ou sectaire. La classe, le système politique de classe, est identique à celui des partis, des tribus ou des sectes. Qu'une société politique soit dominée par une classe, un parti, une tribu ou une secte, c'est finalement la même chose. La classe, comme le parti, la tribu ou la secte est un groupe de personnes, qui partagent les mêmes intérêts. Ces intérêts communs naissent de l'existence d'un groupe de gens qui unissent des liens de sang, d'idéologie, de culture, de liens de niveau de vie. La classe, le parti, la tribu et la secte naissent de causes identiques, qui conduisent au même résultat, c'est-à-dire que des liens de sang, de croyances, d'idéologie, de niveau de vie, de culture ou de lieu, découlent une même conception pour parvenir à un même but. La forme sociale du groupe se manifeste donc sous l'aspect d'une classe, d'un parti, d'une tribu ou d'une secte, qui mettra en place un appareil, dont la démarche politique sera de réaliser les vues et les intérêts du groupe. Dans tous les cas, le peuple n'est ni la classe, ni le parti, ni la secte, chacun d'eux n'est qu'une fraction du peuple, et n'en représente qu'une minorité. Lorsqu'une classe, un parti ou une secte domine la société, on se trouve en face d'un régime dictatorial. Malgré tout, la coalition de classe ou de tribus reste préférable à la coalition de partis, car à l'origine le peuple est essentiellement constitué d'un ensemble de tribus. Il est rare de trouver en effet quelqu'un n'appartenant pas à une tribu, et tout le monde fait partie d'une classe définie.
Mais aucun parti, ou coalition de partis, ne peut regrouper tout un peuple, et c'est pourquoi il n'est qu'une minorité.